Bonjour et bonsoir à tous. Aujourd'hui je vous accueille pour une nouvelle vidéo thread dans laquelle je vais présenter deux threads d'horreur, un qui est paranormal et un qui est rationnel. Le premier étant le rationnel, le deuxième étant le paranormal. Dans la dernière vidéo j'avais dit que j'avais préféré la première histoire, dans cette vidéo je préfère la deuxième histoire pour une chose, et bien c'est que je pense que la deuxième histoire est en partie explicable. Donc on se retrouve à la fin de la vidéo pour essayer d'expliquer ensemble, moi je vais donner mon opinion et j'attendrai le vôtre en commentaire. Pour me soutenir, vous pouvez très bien vous abonner à la chaîne ainsi que liker cette vidéo et me dire ce que vous en pensez en commentaire. Et vous pouvez aussi aller en description ou alors dans les commentaires épinglés pour aller écouter mon podcast horreur Nuit sans retour. Maintenant que tout est fait, on est parti pour la première histoire. La première histoire se déroule durant l'été 2024. On va suivre Anna qui a au moment des faits 19 ans. Anna nous explique que pendant cette époque de sa vie, elle sortait énormément et malheureusement pour elle, elle l'avoue, elle en est consciente, elle côtoyait des gens vraiment que très peu recommandables. En tout cas, ce sont ses mots. Elle nous dit que globalement, elle ne faisait ni attention à elle ni à son environnement. Un soir, elle rentre d'une petite soirée avec ses copines quand à environ minuit, contrairement à son habitude, elle se sent totalement épuisée. Elle est tellement fatiguée que sur un moment d'inattention, en fait, elle ne ferme pas sa porte d'entrée à clé, ce qui est sa première erreur, vous allez le voir. Anna nous précise qu'elle habite seule avec son chat dans un appartement au dernier étage, au fond d'une cour intérieure. Elle rajoute qu'à cet étage-là, elle est totalement seule dans l'immeuble. Il n'y a vraiment aucun autre appartement à part elle. Anna nous fait sa petite routine, démaquillage, douche, puis elle va au lit parce que le lendemain, elle a des cours. 3 h du matin, elle se réveille à cause d'étranges bruits venant de son salon, juste à côté de sa chambre. Elle nous explique elle laisse sa porte un petit peu entrouverte pour son chat, parce que si elle la ferme et que son chat a besoin de sortir ou d'entrer dans la pièce, il gratte, il a souvent des crises, donc ça la gêne. Du coup, elle se dit que justement là, c'est probablement lui qui fait une de ces petites crises, ce qui lui arrive encore une fois régulièrement, donc elle s'inquiète pas. Vous aurez compris, Anna ne cherche pas plus que ça et elle se rendort immédiatement. C'est sa deuxième erreur. Cette fois-ci, vers 5 h 30, elle se réveille de nouveau avec une sensation bien étrange, un ressenti horrible comme si quelqu'un l'observait. Elle ouvre les yeux qu'à moitié, encore dans le brouillard vu qu'elle vient de se réveiller, et c'est là qu'elle voit. Anna voit une tête passer par la porte de sa chambre, une silhouette qui l'observe. Et c'est là que la porte se referme immédiatement, dès que Anna a vu en fait la silhouette, comme si la silhouette ne voulait pas, du moins la personne qui est derrière la porte ne voulait pas qu'Anna le voie. Elle entend ensuite des pas précipités dans le salon, comme si quelqu'un cherchait à partir en étant un minimum silencieux, mais un petit peu rapidement quand même. À ce moment-là, Anna nous explique qu'elle est incapable de savoir si elle rêve un petit peu, qu'elle est encore dans le brouillard, ou si vraiment elle est sûre, elle a vu quelqu'un. Elle est un peu paniquée, il y a tout qui s'entremêle, donc elle a une sensation vraiment bizarre. Elle a tellement la tête dans les nuages qu'elle a la réaction, comme elle-même le dit, la plus absurde possible, ce qui est bien de se rendormir directement. Seulement 2 minutes plus tard, elle se réveille en sursaut, comme si son cerveau venait tout juste de réaliser ce qui s'était passé quelques minutes auparavant et envoyer un signal à Anna du danger qu'il y a dans son appartement. Elle réalise enfin maintenant le vrai danger qu'il y a. Quelqu'un est juste là, dans son salon, dans son appartement. Elle se redresse pour se trouver assise sur son lit et puis elle est toute paniquée mais elle essaye un petit peu de rationaliser. Est-ce que c'est son frère? Est-ce que c'est sa sœur? Ils ont tous les deux un double des clés, mais elle écarte tout de suite cette hypothèse parce que jamais il ne viendrait à cette heure-là. Elle est soudainement coupée de ses pensées par des bruits très clairs et nets. Des bruits de pas, des placards qu'on ouvre et qu'on ferme, le grincement du canapé. Là, c'est vraiment sûr, quelqu'un est chez elle, en se baladant tranquillement comme s'il faisait totalement sa vie. Anna, elle est terrorisée. Et c'est totalement compréhensible, il y a quelqu'un dans son appartement, elle sait pas si elle est armée, elle sait pas si elle est violente, elle ne connaît pas ses intentions, et puis surtout, elle sait que c'est pas quelqu'un qu'elle peut connaître qui est présent là. Donc elle est totalement terrifiée, encore une fois, je pense qu'on serait tous dans la même situation qu'elle. Elle reste alors immobile, assise sur son lit et pétrifiée. Le temps lui paraît des heures, jusqu'à ce que le silence revienne enfin. Au bout d'une dizaine de minutes, elle a enfin le courage de se lever. Elle trouve son chat caché sous le lit, totalement immobile et terrorisé lui aussi. Elle précise que c'est absolument pas dans le caractère habituel de son chat. Quand il y a des gens que le chat connaît, il va faire des câlins, il sort et tout. Tout cet enchaînement terrifie encore plus notre amie Anna. Finalement, elle ouvre la porte de sa chambre. Elle observe avec stupéfaction les lumières de son appartement qui sont toutes allumées, les placards ouverts et la porte d'entrée légèrement entrouverte. Elle prend peur pour elle, pour son chat, et encore une fois, on peut totalement comprendre. D'ailleurs, big up à elle de s'inquiéter aussi pour son chat. Je pense qu'il y a beaucoup de gens qui se seraient inquiétés uniquement pour eux-mêmes, mais elle non. Elle s'inquiète pour elle, mais aussi pour son chat qui est tétanisé sous le lit. Elle est très attachée à son chat, et big up à elle de prendre soin de lui. Et rappelez-vous, elle a un petit peu entrouvert la porte. Du coup, elle repense à son chat et elle a peur que son chat, soit sorti pendant le temps où elle avait entrouvert la porte. Du coup, elle se dirige vers la porte, elle va la rouvrir un petit peu plus quand tout à coup, vous l'aurez vu venir, elle tombe nez à nez avec un homme dans la cinquantaine d'années, sale, qui ne sent pas très bon et bon, elle l'avait jamais vu de sa vie. Il se tient là,
immobile dans le noir, sur la dernière marche de l'escalier menant à sa chambre, à moins de 2 mètres de Anna et la fixe sans bouger. Anna est alors complètement paralysée. L'homme derrière, qui a la cinquantaine, vu qu'elle est paralysée, en profite pour se jeter sur elle. Mais Anna nous dit qu'elle a le réflexe de vite fermer la porte, s'enfermer dans sa chambre. Une fois la porte verrouillée, notre amie s'effondre. Elle pleure à chaudes larmes. Elle appelle alors sa sœur et son copain, parce que même là, elle est incapable d'appeler la police par elle-même vu son état de choc. Ce qui peut paraître un petit peu démesuré pour nous de se dire bah mince, elle aurait dû directement appeler la police. En fait, c'est juste qu'elle est dans un état de choc, et ce qui peut vous paraître un petit peu débile, et bien pour elle c'est juste un réflexe. Elle est sous choc, elle sait pas comment réagir, et son instinct, ses réflexes prennent le dessus, et elle appelle en fait ses proches, sa soeur, son copain, sa mère, bref, elle appelle tous ceux qu'elle peut sur le moment en fait. Finalement, c'est sa mère qui appelle la police pour Anna, et son copain, qui est à quelques rues d'ici, arrive en l'espace de 10 minutes. Il fouille l'immeuble ainsi que tout le quartier aux alentours, mais rien. L'homme s'est volatilisé. J'étais obligé de le faire. Merci Max Skies, je t'en dois une. Finalement, Anna nous explique qu'elle est partie porter plainte le jour même et que, en fait, elle se sent pas du tout en sécurité parce que la policière qui l'a accueillie lui a un petit peu insinué que c'était sa faute parce qu'elle avait pas fermé la porte et que si elle avait fermé la porte, rien de tout ça ne serait arrivé. Anna nous précise que ce qui l'a le plus terrifié, c'est que l'individu n'était pas là pour voler. Elle nous explique qu'elle a plein d'objets de valeur pas du tout cachés et totalement libres d'accès dans l'appartement et absolument rien n'a été subtilisé. Alors la question qu'elle s'est posée à l'époque et qui subsiste encore aujourd'hui, qu'est-ce que cet homme voulait réellement faire ce soir-là? Ce qui est terrible dans cette histoire, comme Anna le précise, c'est qu'elle sait pas qui est l'homme, ce qu'il voulait faire, que les flics ne l'ont pas retrouvé. Et en même temps, je pense qu'ils n'ont pas vraiment cherché à voir la réaction de la policière. En fait, je pense qu'ils en avaient rien à faire. C'est un petit peu dommage que personne ne l'ait pris au sérieux, qu'ils ont un petit peu mis ça sous le tapis en disant écoutez ma petite dame, vous n'avez pas fermé votre porte d'entrée, c'est quand même un petit peu de votre faute. Alors qu'on est d'accord, rien ne justifie que quelqu'un rentre chez toi et voilà, fait sa petite vie, essaye de t'agresser. Je pense qu'à la place de Anna, on se serait tous sentis en insécurité et c'est totalement injuste que les flics, la police, n'aient absolument pas agi et ne l'ait pas pris au sérieux. Mais bon, malheureusement, on ne pourra ni refaire le monde, ni refaire la justice. On est parti pour la deuxième histoire. La deuxième histoire, on va suivre Julien qui aujourd'hui a 17 ans, mais à l'époque des faits, il en avait 14. Julien nous dit que cette année-là, ses parents avaient acheté une maison un petit peu à l'écart du centre-ville. Il nous l'a décrit comme une grande bâtisse ancienne, entourée de champs et bordée par une forêt. Julien nous explique que ses parents rêvaient de calme, de nature et de se sentir libre. Il nous explique que eux se sentaient par prime abord très bien dans la maison, mais lui, il ne se sentait pas bien du tout. Il sentait absolument pas bien la maison et il était comme un sentiment d'inconfort dès les premiers jours où ils se sont installés ici. Dès la première nuit, il nous dit qu'il a senti quelque chose d'étrange. Pas quelque chose de dangereux de prime abord, mais cette impression qu'il n'était pas seul dans cette très grande bâtisse. La maison grinçait tout le temps. Les couloirs, la nuit, semblaient interminables et le grenier surtout le mettait dans un malaise plus que profond. Julien nous précise que les anciens propriétaires avaient laissé sur le mur dans le couloir un crucifix. La mère de Julien voulait s'en débarrasser, mais leur père leur a dit que apparemment ça portait chance, donc finalement ils ont laissé le crucifix ici. Quelle bonne idée! Et il nous dit que selon lui, c'est avec cette fameuse petite décision que tout a commencé. La première fois, Julien a entendu des pas à l'étage. C'était vers minuit. Il jouait sur son téléphone et tout le monde dormait. Il nous décrit comme des pas lents et réguliers juste au-dessus de sa chambre. Julien décide de se lever, il monte les escaliers, mais rien. Il nous précise quand même que dans l'air, quelque chose sentait très fort, comme des bougies éteintes, une grosse odeur de cire qui avait flambé pendant un certain temps juste avant son arrivée. Au bout d'une semaine, il a remarqué que les miroirs de la maison reflétaient parfois des choses différentes. Une ombre derrière lui, des silhouettes dans le couloir et bien d'autres choses plus troublantes les unes que les autres. Il nous indique que chaque matin, le crucifix changeait légèrement de position sans que personne ne l'ait touché. Un autre soir, Julien nous indique qu'il passait à côté de la chambre de ses parents et il a entendu sa mère prier avec une voix qui tremblait, comme si elle priait et que sa vie en dépendait. Ce soir-là, il a alors frappé à la porte de la chambre de ses parents, et quand elle s'est ouverte, sa mère dormait profondément. Il insiste pour dire que pourtant, il entendait encore sa voix murmurer une prière derrière le mur, alors qu'il voyait explicitement sa mère dormir sur le lit avec son père. La nuit suivante, Julien a dit stop. Je veux des preuves, et très bon réflexe, il a dit je vais filmer le couloir. Il précise que la caméra a vu directement sur le crucifix. Vers 3h du matin, il a pointé la caméra vers le couloir. Sur la caméra, encore une fois, on y va bel et bien le crucifix. Et pendant une fraction de seconde, quelqu'un ou quelque chose passe devant, une forme blanche, haute et sans visage. Bizarrement, sur l'enregistrement, juste avant que l'image ne se brouille, une voix chuchote « Non-TB ».
sed nobis. De ce que Julien en tout cas a pu entendre. Je précise que je l'ai lu sous le commentaire du subreddit, mais à ce moment-là Julien ne le savait pas, il l'a appris dans les commentaires comme nous tous. Mais il semblerait que tout cela veut dire pas pour vous, mais pour nous. Le lendemain matin, le crucifix n'était plus au mur et à sa place, il y a une marque noire brûlée dans le bois de la maison. Dans sa chambre, sur le mur au-dessus de son lit, il y a trois traces de doigts, comme s'ils avaient été trempés dans de la suie. Julien finit l'histoire en disant qu'ils ont déménagé un mois plus tard, donc ça a été très rapide. Il nous dit que ses parents n'ont jamais voulu parler de cette histoire avec lui, en tout cas jusqu'à maintenant, 3 ans après les faits. Mais pourtant, parfois la nuit, il entend encore le bruit des pas dans l'ancienne maison juste au-dessus de lui. Et dans ses rêves, la voix continue de murmurer cette même phrase en latin. Non tibi sed nobis. Il nous dit que même aujourd'hui, il a 17 ans et il a encore plein de questions. Comme par exemple, qui était cette présence? Pourquoi choisissait-elle cette maison? Est-ce que l'entité l'a suivi jusque-là? Et surtout, que veut dire cette phrase? Même si nous, grâce aux commentaires, on a pu élucider ce petit mystère, en tout cas via cette phrase. Comme je l'ai dit dans l'introduction, cette histoire me touche particulièrement. Je trouve qu'elle est vraiment terrifiante, mais je trouve qu'il y a au moins la moitié, voire les 3/4 des choses qui sont explicables. Déjà, ce qui est explicable pour moi, revenons au début. On va essayer de faire ça assez rapidement, mais on va revenir au début de l'histoire. Julien, il a 14 ans. Il est donc pile dans l'âge où tu peux comprendre les choses, ou si t'es un petit peu sensible à ce genre de choses, le paranormal et tout ça, t'es un petit peu sensible, t'aimes bien te faire peur, on est un petit peu dans l'âge un petit peu déconnant comme ça, et où tu peux vite rentrer dans une parano. Il a 14 ans, il est jeune, il peut interpréter des faits qui ne sont pas réels, voilà, il peut les inventer, ou psychologiquement les transformer sans vraiment y faire attention et sans que ce soit volontaire. Ensuite, il entend au début des bruits de pas, des grincements et parfois certaines odeurs. Alors les bruits de pas et les grincements, en fait il nous explique au début de l'histoire que c'est une maison vieille, en plus au milieu de la forêt, de champs, de bois, tout ça. C'est une maison vieille et en plus une maison en bois. Donc clairement ça peut expliquer que le bois travaille, on peut entendre certains bruits de pas. Moi-même j'ai vécu dans une ancienne maison, on entend ce genre de bruit. On peut mal les interpréter, surtout quand on a 14 ans. Et quand il monte dans le grenier, il sent une odeur de bougies brûlées qui nous dit que, je sais pas, ses parents n'ont pas brûlé des bougies il y a quelque temps. Et même si c'est pas le cas, encore une fois, une vieille maison, ça peut certaines fois renfermer certaines odeurs. Donc ça, c'est un petit peu explicable. Et pour le reste, on peut se dire qu'il s'est monté une parano autour de tout ça et que, voilà, ça a mené à s'inventer des petites choses. Quand il arrive dans la chambre de sa mère, qu'il entend certaines voix, peut-être que c'est un petit peu sa parano qui rentre en jeu. Moi-même, je crois au paranormal, mais je pense qu'il y a beaucoup de choses qui sont explicables. Pour ce qui est du crucifix qui bouge, il l'a en vidéo avec... Il nous dit qu'il a cette fameuse ombre qui bouge. Ça peut être de la pareidolie. À ce stade de l'histoire, il a vécu plein de choses et peut-être que son cerveau interprète des, je sais pas, de la poussière qui passe ou autre comme une ombre qui passe. Ça, voilà, on peut pas en être sûr. Nous, on n'a pas la vidéo, voilà. Mais tout ça, je pense, est explicable. Ce qui est bizarre, ça reste quand même la trace sur le mur et les traces de doigts au-dessus de sa chambre, ce qui est un petit peu bizarre, mais je pense qu'il y a beaucoup de choses qui sont explicables et malheureusement on pourra pas avoir le témoignage en direct de Julien, mais moi-même qui crois très fortement au paranormal, je pense qu'il y a beaucoup de choses qui sont explicables dans ce témoignage, mais c'est ce qui rend l'histoire excellente. N'hésitez pas à me dire vos théories dans les commentaires, et puis j'espère que les deux histoires vous ont vraiment plu. Moi je les ai adorées, c'est quasiment l'histoire que j'ai préférée sur cette chaîne parce que la première histoire elle est terrifiante et la deuxième elle est terrifiante, mais en plus elle est potentiellement explicable. En tout cas voilà, dites-moi ce que vous en pensez, n'hésitez pas à vous abonner, à liker la vidéo et puis à me suivre sur mon Spotify en description les gars. Nuit sans retour, samedi il y a une nouvelle histoire qui va sortir, donc n'hésitez pas à checker ça. On se retrouve la prochaine fois pour une nouvelle vidéo, c'était Aura les gars, prenez très bien soin de vous, mais surtout de votre famille les gars, c'est le plus important. Salut!